RCF. La philo sur RCF dédiée à la jeunesse, un dialogue autour de différents sujets, que ce soit des sujets d'actualité ou des sujets plus profonds. Et aujourd'hui, peut-on faire son bonheur ? Rendez-vous animé par Philippe Boulier, qui est auteur de la chaîne YouTube Kailos, K-H-E-I-L-O-S, et qui est spécialisé en philo et histoire culturelle. Et avec, autour de Philippe, Eva Debon-Lacroix, qui est consultante en marketing digital, et Lucas Lambeau, étudiant à Excelia. Bonjour à vous trois. Bonjour Dimitri. Alors, peut-on faire son bonheur ? Vaste sujet. En effet Dimitri, merci Lucas, merci Eva de m'accompagner pour cette réflexion. Peut-on faire son bonheur ? Ma première question va être très simple. Qu'est-ce que le bonheur pour vous ? Quelle est votre définition du bonheur ? Alors pour moi, le bonheur, c'est, je pense, une succession d'événements positifs, ou du moins d'événements qu'on considère comme positifs. Par exemple, différents petits plaisirs de la vie, comme des soirs entre amis, comme être épanoui dans son travail. Et c'est la succession de tous ces événements de plaisir qui fondent le bonheur. C'est l'addition de tous les événements qui nous causent du plaisir, oui, qui constituent notre bonheur. Ou qu'on peut percevoir du moins comme positif. Alors, il y aurait peut-être une objection, mais que je vais formuler plus tard, enfin je l'énonce maintenant, c'est qu'il y a peut-être une différence entre le plaisir et le bonheur, même si on peut définir le bonheur comme étant une somme de plaisir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une première idée, et je pense qu'on la partage tous, au moins en première intention. Et Eva, vous-même, quelle est votre définition du bonheur ? De mon côté, je pense que le bonheur est quelque chose d'inatteignable, mais de toujours recherché. Car lorsqu'il est acquis, on ne le sait pas, et lorsqu'il est perdu, nous ne sommes plus dans le bonheur. Alors après, il peut parfois être ressenti de façon passagère, comme un état, mais dans ce cas, justement, est-ce que quand il est passager, ce ne serait pas finalement une forme de plaisir ? Et s'il est sur du long terme, dans ces cas-là, appelez ça du bonheur. Alors je trouve que chacun de vous pointez un aspect du bonheur qui est important. Lucas, de votre côté, vous pointez l'idée de globalité. C'est un ensemble, le bonheur, c'est pas simplement un plaisir localisé. Il y a un effet je dirais, d'accomplissement, de totalité. Et de votre côté, Eva, vous pointez le fait que peut-être le bonheur est difficile à saisir et peut-être plus difficile à saisir que le plaisir. Et en tout cas, il se distinguerait du plaisir par son caractère de durée. Alors moi, je propose une définition, je dirais, minimale, pour qu'on sache un peu de quoi on va parler. Je dirais, un peu comme vous, que le bonheur, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. C'est une globalité, c'est-à-dire on est heureux quand on est heureux dans l'existence, on n'est pas simplement heureux entre midi et deux, on n'est pas simplement heureux sur un seul plan, on est généralement heureux sur différents plans, personnels, relationnels, affectifs, professionnels, etc. Et puis il y a ce que vous mentionniez Eva, la notion d'idéal. Le bonheur, il a cette dimension d'idéal, de plénitude, d'accomplissement, de satisfaction. Peut-être dernier élément, il y a une définition de Kant qui est très célèbre. Kant nous dit le bonheur pour un être raisonnable, donc pour un être qui peut raisonner sur sa propre condition, c'est le fait que tout lui arrive dans le monde selon son souhait et sa volonté. Ça suppose donc qu'il y ait une correspondance entre d'un côté nos aspirations profondes et de l'autre côté ce que le monde ou la vie nous apporte. Alors on est d'accord, on part là-dessus. Lucas, vous avez énoncé le fait que le bonheur, parfois, c'est un ensemble d'événements. Et c'est vrai que le bonheur, étymologiquement, c'est bonne heure, une bonne fortune, une chance favorable. Mais ça suppose qu'on est passif, parce que ça veut dire que c'est un événement, une cause extérieure qui produit le bonheur en nous. Est-ce qu'on peut être acteur ou actrice de notre propre bonheur ? Alors uniquement non, puisque donc les causes extérieures en fait peuvent y contribuer ou y nuire finalement à notre bonheur. Alors est-ce qu'on peut être acteur de notre bonheur ? Peut-être que oui, si on considère que le bonheur est un état d'esprit. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas s'éduquer à être heureux ? Et alors comment le faire ? Déjà, peut-être il faut avoir la volonté d'y arriver, se l'autoriser à être heureux, à être dans le bonheur et apprendre à le reconnaître et à le conserver. Donc après, la façon d'y arriver est propre à chacun. Cela peut être des objectifs de vie qui peuvent être matériels ou non. Je ne sais pas, par exemple faire le tour du monde, apprendre une nouvelle langue, posséder une maison, c'est propre à chacun. Mais donc après, comment est-ce qu'on le conserve ? Là, c'est encore une autre histoire. Donc, ce qui prime pour vous, c'est la notion de dynamisme, d'objectif, de projet, qui fait qu'on se projette dans l'existence et qu'on n'est pas simplement passif par rapport à un événement,
souvent on parle d'heureux événements ou de bonne fortune qui nous arrive, une chance favorable, des circonstances qui sont positives pour nous. Pour vous, c'est une sorte de dynamisme, une façon de se projeter vers la vie, vers des objectifs qui comptent pour nous, si je résume. C'est bien ça ? C'est bien ça. D'accord. Et vous, Lucas, on peut être acteur de son propre bonheur ou finalement le bonheur, c'est toujours, Eva l'a dit, ça dépend de circonstances extérieures. Est-ce que ce sont toujours ces circonstances qui priment ? Bref, est-ce qu'il faut avoir de la chance pour être heureux ? Eh ben, je pense, je vais rester très philosophique, thèse, antithèse, mais je pense que à la fois oui et non, ça vient de causes extérieures. Oui, dans la mesure où c'est toujours des causes extérieures pour moi qui rendent heureux les gens. Bah, par exemple, une sortie entre amis, comme je le disais tout à l'heure, le travail, un voyage, etc. C'est toujours un facteur extérieur qui nous rend heureux, mais c'est aussi la manière dont on perçoit ces choses-là. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui voyage tout le temps, eh ben, va moins apprécier le deuxième, le troisième, le quatrième voyage que le premier. Le premier, c'est toujours le dépaysement, le bonheur extrême. Et je pense que le bonheur, c'est aussi avoir cette constance dans la répétition d'événements, c'est-à-dire un petit peu prendre les petits plaisirs du quotidien comme vraiment constructifs. Et je pense que c'est à la fois source de causes extérieures et à la fois source de la perception qu'on a des choses extérieures. Alors vous revenez sur un élément qui est important et qu'a souligné Eva, c'est-à-dire qu'on peut se projeter vers la vie, vers le futur, construire quelque chose, être dans une forme de dynamisme et provoquer son bonheur ou maximiser ses chances de bonheur. Mais le problème, c'est de le faire durer. Alors vous nous dites, Lucas, finalement, quand on a trop de chance dans la vie, on a toutes les chances d'être malheureux, quoi. C'est ça un peu. C'est ça. Et je pense après que paradoxalement, c'est pas parce qu'on se projette, comme vous le disiez, c'est vraiment, pour être heureux sur le long terme, je pense qu'il faut se concentrer paradoxalement sur le moment présent. Il faut vivre au présent. C'est ça, pour être heureux au futur. Ah oui, alors là on a une contradiction parce que Eva nous dit il faut avoir des projets, des objectifs, quelque chose de dynamique qui nous anime, qui nous donne du souffle, une aspiration, un entrain, un allant. Et vous nous dites, bah oui, c'est bien, mais en fait, finalement, le bonheur, il est ici maintenant, quoi. C'est ça. Et je pense que c'est le rapport qu'on a eu au plaisir passé qui font notre bonheur présent. Alors Lucas, ce que vous dites, c'est important parce que ça complète ce qu'a dit Eva. Finalement, il y aurait deux types d'activités. La première, ce serait l'activité de la conscience, qui vit pas simplement au présent, mais qui est présente à ce qu'elle vit. C'est la conscience du moment vécu, de l'instant présent. Et c'est déjà une activité de la conscience que d'être vraiment présente à ce que nous vivons. Et ça, c'est une source de bonheur. Puis la deuxième forme d'activité qu'a souligné Eva tout à l'heure, c'est quand on est proactif, on se projette, on a des projets, des espoirs dans la vie, des attentes, des objectifs qu'on veut accomplir. C'est deux types d'activités différentes, mais qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Je vais vous citer une célèbre formule d'un auteur français qui est Bergson, qui est un philosophe français, donc de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle. Et Bergson, dans L'énergie spirituelle, qui est un ouvrage qui est apparu en 1919, dit la chose suivante. Partout où il y a joie, il y a création. Plus riche est la création, plus profonde est la joie. Quel type de choses on peut créer dans sa vie qui nous procure du bonheur ? Je pense qu'il y a plein de choses. Par exemple, on peut créer des relations, nouer de nouvelles relations, etc. On peut fonder une famille, on peut créer une carrière, il y a vraiment plein de choses, mais c'est ce principe, je pense, d'activité et de rapport à l'activité qui fonde le bonheur. Et je suis plutôt d'accord avec ce principe de création, justement. Oui, ce principe de création, il renvoie en fait au fait de donner naissance à quelque chose, de mettre quelque chose au monde, de faire naître. Alors ça peut être un enfant, ça peut être procréer au sens vraiment concret du terme, ça peut être l'éducation de quelqu'un, ça peut être une carrière, ça peut être monter une affaire, se créer des relations qui sont positives, etc. Mais en tout cas, il y a l'idée que la joie dans la vie passe par la création de sa propre vie et de sa trajectoire de vie. Une autre question qui me semble importante, la question de savoir si on peut apprendre à être heureux. Est-ce que c'est un don ? Il y a des gens qui sont heureux par nature, voilà, ils ont de la chance, ils sont heureux de vivre, et d'autres qui sont condamnés à être malheureux. Ou bien est-ce qu'on peut apprendre à être heureux ? Je pense que c'est fondamental, vu que je pars du principe que le bonheur est un état d'esprit. Du coup, il faut apprendre à être heureux, tout à fait.
Après, c'est plus ou moins simple en fonction des personnes, en fonction du passé. Peut-être par rapport à quelque chose qu'on a abordé précédemment, c'est le fait que, est-ce que pour connaître le bonheur, ou en tout cas se rendre compte qu'on est heureux à l'instant présent, est-ce qu'il ne faut pas avoir connu le malheur ou avoir été justement malheureux avant pour pouvoir justement voir la différence, ou est-ce que c'est pas justement quand on perd ce bonheur qu'on se rend compte qu'on l'a eu à un moment donné? Donc oui, il faut apprendre à être heureux et il faut cultiver cet état d'esprit, souvent du coup associé à de la positivité, puisqu'une fois qu'on est malheureux, parfois du coup on s'enferme dans ce malheur et on obtient des états tels que la dépression. Vous Lucas, vous Eva, vous êtes, pour moi vous êtes très jeune. Est-ce que vous pensez à apprendre à être heureux, à être heureuse? Est-ce que vous êtes dans cette perspective de vie? Ou bien est-ce qu'il y a trop de choses à quoi penser? Il y a les études, il y a votre travail, il y a l'ensemble des choses dont il faut s'acquitter. Parce que finalement, le bonheur, c'est un luxe qu'on peut se permettre à certains moments et qu'on ne peut pas se permettre à d'autres. Est-ce que vous êtes dans une perspective de vie où vous pensez au bonheur, où vous y songez, où vous structurez des choses autour de ça, ou bien finalement, il est là quand il est là, et puis quand il n'est pas là, il n'est pas là? Je dirais qu'il y a une sorte d'entonnoir du bonheur, c'est-à-dire que lorsqu'on est jeune, rien nous rend heureux. On a une polarisation un petit peu, je pense, des ressentis, c'est-à-dire soit on est extrêmement triste, on pleure et on fait la comédie, pour les plus petits par exemple, soit on est très heureux et on rigole et on sourit. Et je pense qu'il y a une sorte de prisme, d'entonnoir du bonheur, dans la mesure où c'est l'idée d'apprentissage à être heureux. Par exemple, je sais pas comment on fait par exemple pour être heureux dans une carrière. J'ai pas débuté ma carrière, mais je sais par exemple comment être heureux en passant du temps avec mes amis, en voyageant. Ça, c'est des choses que j'ai déjà vécues et donc je sais être heureux dans ces moments-là. Mais du fait justement de mon jeune âge, je sais pas si je sais pas comment être heureux dans une carrière par exemple. Oui, ça vous allez l'apprendre progressivement. Et vous Eva, vous pensez au bonheur, ou c'est vraiment une idée à laquelle vous réfléchissez là maintenant parce qu'on en parle, ou alors c'est une idée qui vous traverse l'esprit régulièrement? Je dirais que je le reconnais quand il est là. Donc j'en profite, je rejoins Lucas sur ce qu'il disait, sur le fait de sortir avec des amis, voyager. C'est vrai que dans ces moments-là, du coup, on ressent du bonheur. Après, je pense que tout au long de la vie, finalement, est-ce qu'on ne découvre pas de nouvelles sources de bonheur qui viennent enrichir celles qui existent déjà et donc qui peut-être du coup conduisent à cette fameuse recherche du bonheur sur du long terme? Donc on est en pleine découverte et pour ça il faut vivre une multitude d'expériences finalement pour les enrichir. Oui, tout à fait, il y a une découverte progressive, en tout cas moi j'en suis convaincu. Alors le thème c'est faire son bonheur. Je prends le contre-pied un petit peu de cette expression. Pour faire son bonheur, ça implique sans doute de se défaire de certaines choses qui peuvent entraver le bonheur ou le rendre impossible, voire difficile. De quoi faut-il se défaire pour être heureux ou pour être heureuse? Je pense que la première chose qu'il faut se défaire, c'est peut-être la passivité. La passivité, pas ne rien faire, parce que c'est vrai que parfois juste être allongé sur un canapé, ça fait beaucoup de bien, mais la passivité dans l'événement qu'on fait, c'est-à-dire qu'il faut pas subir ce que l'on est en train de faire. Faut pas que l'action qu'on est en train de faire soit pesante. Par exemple, l'attente dans une salle d'attente. On subit un petit peu cette attente, mais faut pas subir. C'est lorsqu'on subit quelque chose que soit cette chose nous rend pas heureux, soit au contraire nous rend malheureuse. Éviter de subir les événements. C'est ça. Déjà, ok, d'accord. Et vous, Eva? De mon côté, ce qui reflète le mieux la réponse à cette question, c'est pour moi ce que dit Épicure. Il dit se défaire des souffrances corporelles et des troubles de l'âme. Je trouve que c'est exactement ça, puisque finalement, quand on a des douleurs corporelles, finalement, est-ce que ça ne nous empêche pas d'être heureux, puisqu'on pense à la douleur, on ressent la douleur. Et les troubles de l'âme, oui, tout ce qui est psychologique, tout ce qui nous travaille tous les jours, ce à quoi on pense, finalement, c'est un frein au bonheur parfois, puisque ça nous occupe l'esprit et ce ne sont pas toujours des pensées positives. Alors, la définition d'Épicure, c'est une définition négative. Pour lui, le bonheur, effectivement, c'est l'absence de souffrance. Absence de souffrance du corps, ça c'est l'aponie.
le A est privatif, ponos c'est la peine, la douleur, et c'est aussi l'ataraxie, l'absence de souffrance psychique. Donc finalement, vous avez une définition négative du bonheur. Quand on ne souffre pas, on est heureux, on est heureuse. C'est votre définition ? Oui. Donc il faut vraiment se défaire des sources de souffrance. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont il faut se défaire ? Je pense à vous parce que je sais que vous êtes soit dans des études pour vous Lucas, soit dans un début de carrière pour vous Eva. Je vais vous citer une phrase d'un célèbre auteur latin qui est Sénèque, qui dit au sujet de l'agitation de la vie romaine, on n'a pas inventé l'agitation, l'empressement à l'époque contemporaine, il y avait des personnes qui étaient très affairées, etc. Et Sénèque dit au sujet des personnes qui sont toujours dans l'agitation, rien n'est moins l'affaire des gens affairés que de vivre. Est-ce que c'est pas ça l'un des écueils pour des personnes comme vous qui commençaient dans l'existence, qui devaient trouver un métier, finir vos études, vous lancer dans une carrière ? Est-ce que vous avez encore le temps de penser à vivre ? Pour moi, être jeune, c'est oui, justement, avoir le temps pour vivre. Avoir tout notre temps pour vivre, entre guillemets. Parce qu'on n'est pas encore rentré dans la vie active, on n'a pas encore toutes les contraintes. Alors, petit à petit, oui, c'est vrai que lorsque l'on passe la majorité, lorsqu'on atteint la majorité légale, juridique, etc., eh bien, on a de plus en plus de contraintes qui nous empêchent forcément d'être heureux comme on l'était à une dizaine d'années ou avant ou lors de l'adolescence. Mais je pense que justement, la vingtaine, entre guillemets, c'est le meilleur âge pour vivre. Alors sans doute, parce qu'effectivement le temps est un luxe. Et c'est d'ailleurs ce que dit Sénèque dans son petit ouvrage d'où est tirée cette citation. L'ouvrage s'appelle « De la brièveté de la vie ». Et justement ce qu'il dit, c'est ayez conscience de la brièveté de la vie, n'oubliez pas d'être heureux. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. On peut chercher à fuir l'ennui, mais c'est pas ça qui fait une existence réussie forcément, ou accomplie. Alors, il faudrait déjà dans un premier temps se défaire peut-être de cette peur de l'ennui, de ce côté vorace des activités quotidiennes qui nous mangent du temps. De quoi est-ce qu'il faudrait se défaire aussi ? Il ne faut pas se défaire de certaines peurs pour être heureux, ou de certains espoirs. Est-ce qu'il y a des peurs ou est-ce qu'il y a des espoirs qui sont contraires au bonheur, ou qui rendent difficile l'accès au bonheur ? Pour être heureux, peut-être qu'il faudrait aussi penser à pas trop se projeter, justement. Avoir des rêves, bien évidemment, mais pas trop leur donner vie, pas trop leur donner forme, mais toujours dans l'optique que ce soit une cible et pas entre guillemets la flèche qui va l'atteindre. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Est-ce oui, que je suis clair ? Oui, Ouais. je crois voir. Mais alors, justement, ça me fait penser à quelque chose qui est propre à votre génération. J'imagine que vous avez Instagram, Oui. l'un et l'autre, voilà. Bon, je suis pas allé voir votre Instagram, mais voilà. Je vais vous citer une phrase de Montesquieu, qui est un auteur du 18e, et après je vais faire le lien avec Instagram. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord. Je cite Montesquieu. « Si l'on ne voulait qu'être heureux, cela serait bientôt fait. Mais on veut être plus heureux que les autres, et cela est presque toujours difficile, parce que nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne sont. » Est-ce qu'on veut être plus heureux que les autres ? En fait, c'est pas ça le problème. Non ? Quand on veut être heureux comme les autres ou plus que les autres. Vous n'avez pas le sentiment qu'on est dans une comparaison perpétuelle avec les autres, avec des modèles, avec des exemples, avec des personnes qu'on nous donne en exemple et à qui on aimerait ressembler, à qui on veut ressembler ? Ça dépend quels autres. Par exemple, c'est vrai que les proches, on va vouloir justement partager leur bonheur. On va vouloir parfois même qu'ils soient plus heureux que nous, alors que les gens un petit peu moins proches, peut-être qu'il peut y avoir une forme de jalousie de l'autre, oui, dans sa joie, dans son bonheur. Et encore plus, c'est vrai qu'avec notre génération, où on a tendance à un petit peu tout montrer, nos joies, notre bonheur, notamment par le biais des réseaux sociaux, je pense que c'est le lien que vous vouliez faire. Eh bien, être plus heureux que les gens qu'on côtoie pas, peut-être, oui. Et c'est une forme de jalousie. Mais être moins heureux que nos proches, peut-être. Lorsqu'ils le sont vraiment, je veux dire. D'accord. Oui, puis pour continuer sur le propos de Lucas, peut-être que le lien que vous vouliez faire aussi avec les réseaux sociaux, c'est le fait que, est-ce que, à trop voir le bonheur des autres, est-ce que cela finalement ne nous rend pas nous malheureux par comparaison ? Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi cet aspect négatif là dans les réseaux sociaux ? Après, je pense que ça dépend beaucoup des individus, mais peut-être qu'il y a aussi cet aspect-là. Le côté un petit peu sombre des réseaux sociaux, je pense, et dans le prisme du bonheur, je parle, c'est l'idée que nous, on n'a que
que notre bonheur à nous. On a nos expériences qui nous rendent heureux. Et il y a les expériences des autres. Et étant donné que les autres sont beaucoup plus que nous, ils ont chacun leur profil, leurs expériences particulières. Et je pense que c'est de voir la somme de toutes les expériences des autres. Et nous, on peut en avoir qu'une partie comme les autres. Mais c'est de voir la somme de toutes les expériences des autres qui nous fait un petit peu nous sentir parfois en infériorité de bonheur par rapport à ces gens. Oui, il y a un effet masse. Et puis moi, j'ai l'impression qu'il y a un effet vitrine. Quand je parcours un peu Instagram, je dis mais j'ai pas la même vie que les autres. C'est pas possible parce que je sais pas si ça vous fait le même effet. On dirait presque que la peinture que les personnes font d'elles-mêmes, à travers les images, la façon de mettre en scène leur vie, est destinée à faire rêver. Vous êtes d'accord ou alors je délire? Peut-être que si on a perdu l'habitude, alors je sais pas si c'était comme ça auparavant, mais d'être heureux pour les autres. Peut-être qu'il y a aussi cet aspect-là qui manque et qui donc est exposé via les réseaux sociaux, c'est on va voir quelqu'un qui est en voyage ou quelqu'un qui semble heureux à travers ce que la personne expose sur Instagram. Et peut-être que plutôt que de ramener tout à nous, finalement, est-ce qu'il manque pas cet aspect-là d'être heureux pour l'autre et de lui dire ah c'est super, profite bien, je suis content pour toi. Et peut-être qu'il faut inverser en fait aussi notre façon de percevoir cette vitrine. Oui, tout à fait. C'est très intéressant. Alors moi, je n'ai pas votre degré de sagesse, Eva. Mais quand je parcours ce que j'appelle les vitrines Instagram, j'ai vraiment l'impression que les gens présentent la meilleure version d'eux-mêmes, comme on dit. Effectivement, on est face à un monde d'images. Alors nous, le bonheur, c'est un sentiment. Et donc, il est intérieur. Et on fait face à des images qui sont le propre de l'extériorité. Et donc, on peut être un peu leurré dans ce va-et-vient entre notre bonheur supposé, qui est intérieur, et qui n'est que ce qu'il est, et puis les images qui sont presque par image, quoi, à chaque fois. Donc, oui, Lucas. Les réseaux sociaux, ça a créé un métier, ça a créé le métier d'influenceur. Et je pense que ces influenceurs, c'est un petit peu une sorte de pornographie du bonheur. C'est-à-dire qu'ils vont chercher toujours à montrer leur argent, à montrer leur beau voyage, à montrer tout ce qu'ils ont de plus beau et tout ce que les gens ont toujours rêvé d'avoir. Mais on se rend bien compte souvent que ces métiers, ces personnes, ces influenceurs, eh bien en réalité, ce qu'ils montrent, c'est pas forcément toujours à eux. C'est souvent de la location, c'est souvent des prêts par des marques pour faire de la pub. Et moi, c'est le petit travers des réseaux sociaux que je trouve aujourd'hui, et notamment avec ce métier des influenceurs, c'est qu'on a tendance à dévier l'origine du bonheur. On a tendance à montrer que tout avoir, c'est possible. Mais même les gens qu'on a pris pour nous dire, regardez, le bonheur extrême peut exister, eh bien en fait, oui, ce n'est qu'une vitrine. Oui, est-ce que vous êtes d'accord, Eva, avec cette notion d'exhibitionnisme du bonheur, de mise en scène de soi, que Lucas a avancé, et avec cette idée qu'on a une vision matérialiste du bonheur, c'est acquérir des choses, c'est s'emparer de certaines choses, montrer qu'on les a, montrer qu'on les possède. Est-ce que vous sentez ça dans l'époque actuelle ou... Oui, je pense que c'est révélateur de la société actuelle, l'idée aussi de consommation. Donc posséder, montrer effectivement quelque chose de matériel fait que on a envie donc de l'exposer à tout le monde et de se mettre en avant. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que finalement quand on expose quelque chose sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est parce que pour se sentir heureux ou rechercher le bonheur, on a besoin justement d'avoir du retour des autres, le retour des autres, donc ça veut dire qu'on ne peut pas être heureux, ou finalement le fait d'avoir acquis cette chose ou d'avoir fait ce voyage ne nous suffit pas, et qu'en plus on a besoin de ressentir du coup le retour des autres et d'exposer ce bonheur. Donc finalement l'action en elle-même, le voyage en tant que tel, est-ce que finalement on est toujours insatisfait de ce qu'on a? Est-ce que finalement le bonheur nous suffit-il aujourd'hui? Effectivement, peut-être qu'on attend plus que le bonheur, et ce qui est vrai, c'est que je pense que vous avez raison, il y a une mise en scène, il y a quelque chose de matérialiste, et il y a un aveu d'impuissance. Si on n'est pas heureuse, si on cherche tant à être validé par le regard de l'autre, c'est peut-être un aveu implicite qu'on n'est pas totalement dans une forme de plénitude. Et je vous rappelle la fin de la formule de Montesquieu, il nous dit c'est presque toujours difficile d'être plus heureux que les autres parce qu'on croit les autres plus heureux qu'ils ne sont. On se laisse facilement duper par les apparences. Si je vous comprends bien, Eva, vous êtes heureuse
de contribuer au bonheur des autres. C'est quelque chose qui vous nourrit, vous y trouvez un sentiment de plénitude. Est-ce que vous vous oubliez pas vous-même ? Non, je pense pas, parce que justement, donc je ressens ce bonheur, j'essaie d'en donner au maximum, et quelque part, parfois on vous le rend ou non, et comme on disait, comme il y a plusieurs sources de bonheur, je trouve mon bonheur ailleurs, et en faisant du coup les activités que j'aime, je ressens aussi ce bonheur. Après, parfois, donc, on est pris dans la vie, dans le quotidien, et les choses passent à une vitesse folle, et donc parfois, il faut aussi prendre le temps de se poser, parfois aussi pour être heureux finalement, puisque quand on enchaîne les choses, on ne voit pas le temps passer, et donc on ne se pose pas la réflexion, mais est-ce que ce quotidien me convient ? Est-ce que je suis heureuse telle que je suis et dans les circonstances où je suis ? Donc c'est ça aussi qui va jouer. Et vous, Lucas ? Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Eva, c'est-à-dire que lorsque l'on veut rendre l'autre heureux, il faut toujours que ce soit dans l'optique ou dans la pleine conscience de pas forcément attendre un retour de quelque chose. C'est-à-dire que c'est lorsque l'on comprend que l'autre peut ne pas nous donner le bonheur ou le plaisir que l'on aimerait recevoir, qu'on peut vraiment être heureux, et surtout c'est l'idée du positif attire le positif. Mais sans forcément demander le bonheur, c'est attendre que la personne nous le donne, sans forcément l'attendre de manière passive, du coup, cette fois-ci. Tout à fait, ça me permet de conclure sur une distinction importante, puisque vous soulignez qu'il y a une différence entre le geste de générosité et l'attente du côté du besoin, c'est vraiment deux choses différentes. C'est la distinction entre pourquoi être heureux et pour qui être heureux. Pourquoi être heureux, c'est une question qui n'a pas vraiment de sens. C'est Aristote qui le souligne dans l'Éthique à Nicomaque, qui est l'un de ses ouvrages. Il dit, mais toutes les choses qu'on désire dans la vie, on les désire pour être heureux, pour être heureuse. Si on désire la santé, l'intelligence, des relations épanouies, c'est parce que ce sont des valeurs en elles-mêmes, mais aussi parce qu'elles nous servent à être heureux, heureuses. On ne va pas demander à quelqu'un pourquoi il désire être heureux. Il désire être heureux pour être heureux. C'est le but ultime de toutes les choses qu'on fait dans la vie, essayer de s'accomplir d'une façon ou d'une autre. En revanche, pour qui être heureux ? Et il y a une réflexion d'Alain dans ses propos sur le bonheur qui ont paru en 1928. Et Alain dit finalement l'un des plus beaux gestes d'amour qu'on peut faire pour quelqu'un, c'est lui promettre d'être heureux. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile et c'est un engagement qui va faire en sorte que nous allons essayer de lui faire ce cadeau d'être heureux à ses côtés. C'est l'un des plus beaux gestes d'amour, c'est l'une des choses les plus difficiles. C'est un cadeau, c'est une générosité, donc voilà. Pourquoi être heureux ? Pour être heureux. Pour qui être heureux ? Peut-être pour ceux qu'on aime. Merci en tout cas de m'avoir accompagné. Merci Lucas. Merci Eva. Merci Philippe. Merci à vous. Merci Dimitri. Et je rappelle, Philippe, que vous êtes l'auteur de la chaîne YouTube Kailos, K-H-E-I-L-O-S, à visiter si vous vous intéressez à la philo ou à l'histoire culturelle. Philippe est donc l'auteur de cette chaîne. Merci Eva. Lucas, consultante en marketing digital et étudiant à Excelia. Et à une prochaine fois. Merci. Merci. Merci.